Salut toi! Aujourd'hui, on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. J'ai pas déjà fait cette blague, moi. Ça me rappelle les souvenirs. Ça y est, je me répète dans mes vidéos, mon dieu! Bref, on va parler d'abord de mes flops, puis de mes tops, et enfin des sagas que j'ai décidé d'abandonner. Et enfin, on parlera de l'avenir de la chaîne, qui a bientôt un an. Bon anniversaire ma chaîne YouTube! Wouh! En 2024, j'ai lu 143 livres pour un total de 48 552 pages. Et c'est énorme! Pour comparaison, en 2023, j'avais lu 91 livres et c'était déjà énorme en réalité. Après cette année, j'ai lu beaucoup de graphiques par rapport à l'année précédente et c'est ça, je pense, qui a fait gonfler aussi mon nombre de lectures. C'est-à-dire que j'ai lu 59 graphiques très exactement pour 84 romans. Je pense également que si j'ai lu autant, c'est grâce aux 2 challenges auxquels j'ai participé. Ça m'a quand même pas mal aidé à dépoussiérer ma pile à lire, il faut pas le cacher. Du coup, pour te faire un avis de la globalité de mes lectures, je te mets tout de suite à l'écran les 143 livres que j'ai lus cette année. Comme ça, tu sais avec quoi était en compétition, enfin tu vois, mes tops et mes flops, c'est parmi quel corpus de livres, tu vois. Donc je te le mets à l'écran et je te laisse en silence pour que tu puisses profiter de regarder quels sont les livres que j'ai lus en 2024. Je tiens à faire une petite précision que je n'aurais pas dû avoir à faire parce que pour moi ça va juste de soi, mais je tiens quand même à le préciser, c'est un avis totalement subjectif, bien évidemment. Du coup, si jamais tu es l'auteur d'un des livres qui est dans mes flops, il faut pas le prendre pour toi, ce n'est pas une attaque personnelle contre toi. Bien évidemment, ça ne veut pas non plus dire que ton livre c'est de la merde, ça veut juste dire que moi j'ai pas matché avec. Je préfère préciser parce que je vais pas prendre des pincettes et que j'ai pas envie de préciser à chaque flop. C'est un avis subjectif, ça veut pas dire que le livre c'est de la merde, j'ai pas envie de le dire à chaque fois, je vais pas prendre de pincettes, donc je risque d'être très dur. Du coup, je fais un disclaimer avant d'y aller frontalement. On rentre du coup dans le vif du sujet avec de la tristesse. Puisqu'on va parler des 10 livres qui m'ont le moins convaincu au cours de l'année 2024. Je préviens, c'est pas un classement. J'ai essayé de faire un classement notamment pour mes tops et ça a été un gros échec, du coup j'ai abandonné. Du coup je vais te les donner par ordre alphabétique, voilà, parce que pourquoi pas. Et autant je vais te faire le résumé de chacun des livres dans le top, autant les flops, on va passer très vite, il y aura pas de résumé. S'il y a un résumé à un moment donné, si je me chauffe, ce sera en une phrase. Tout simplement parce que j'ai pas envie de m'attarder dessus. On commence avec le 6e tome d'Agatha Raisin, Vacances tout risque. Ça se veut être une sorte d'Agatha Christie mais en drôle. J'ai trouvé zéro intérêt à l'enquête et ça m'a absolument pas fait rire à aucun moment. Et en plus de ça, j'ai pas du tout trouvé la madame attachante, elle m'a même saoulée. J'ai mis également dans mes flops le premier tome d'Alunia, écrit par Tiff, c'est aux éditions Plume Blanche. Une meuf se retrouve au milieu d'un nouveau monde qu'elle ne connaît pas, en plein milieu de rebelles qui veulent sauver ce dit monde. C'était pas mauvais, mais pour moi c'est du réchauffé complet. Rien d'original, des clichés en veux-tu, en voilà. J'ai pas fait de classement, mais je pense que s'il y en avait un, il serait 10e, c'est-à-dire que je pense que c'est le moins pire de mes flops en réalité, je pense. J'ai mis également, et là je vais me faire jeter des cailloux à la figure, je sais très bien, puisque j'ai mis L'As de cœur de Morgane Oncombe. Une romance dans le milieu du poker, j'aime pas la romance et celle-ci m'a particulièrement fait perdre mon temps. Avec des personnages complètement immatures et sans intérêt à mes yeux, et il faut savoir que je n'aime pas non plus les choses qui se passent dans le milieu du poker, donc de base c'était très mal parti. J'ai mis également Broken Bounce de Gibri, je sais que c'est ton petit plaisir coupable, petit coquinou. Mais moi personnellement, ce livre m'a mis hors de moi. C'est un harem inversé avec une meuf qui est liée à je ne sais plus combien de mecs par un lien magique. Et mon dieu que tous ces liens sont toxiques. C'est des red flags ambulants. Tous, même celui qui se veut un petit peu gentil, un petit peu mignon, moi j'étais non, en vrai, il y a des trucs ça va pas, tu vois. On essaie de nous créer un mystère, c'est-à-dire que la meuf elle a un don. On nous dit dès le début qu'elle a un don. Et on nous dit pas son don. On nous le dit qu'à la fin. Et du coup tu te dis, bah si tu veux me créer un espèce de suspense sur son don, tu vois, parce que tout le long c'est oh mon dieu, on te dit pas son don parce que son don est effroyable, c'est scandaleux son don et tout. Et non, quand t'apprends enfin son don à la fin, sur les dernières pages, t'es là, c'est tout ça pour ça. Et comme je te disais plus tôt, elle est où la fantaisie? Parce que pour moi, je suis juste une meuf qui est la chose de plusieurs mecs. Parce que tu vois, moi, les harems inversés, ça peut m'intéresser. Mais ce qui va m'intéresser dans le harem inversé, c'est le côté inversé, c'est-à-dire le pouvoir à la meuf. La meuf, elle a que dalle comme pouvoir. C'est vraiment la chose de ces mecs, voilà. Et cette meuf-là va à l'université. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'elle... Elle va à l'université. Elle est où la fantaisie?
Hein, je te le demande, la fantaisie, elle est dans les 20 dernières pages du livre. Ça ne m'intéresse pas. J'ai mis également Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Une madame a perdu son mari et son enfant. Elle est trauma, normal. Et comment elle va faire pour retrouver l'amour après ça, hein? Je te le demande. Le livre essaye de répondre à cette question. Je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche royalement et je ne comprends même pas à quel moment les deux personnages principaux se plaisent. C'est-à-dire, je ne ressens aucune alchimie entre les deux. Enfin, je ne capte pas le... Je ne capte pas. J'ai mis aussi dans mes flops le premier tome d'Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. On veut savoir comment Avery se retrouve l'héritière d'un vieux monsieur qu'elle ne connaît pas, mais qui la force à côtoyer ses petits-fils, hein, parce que clairement on n'est plus vraiment dans un truc de choix. Hein. Forcément tout le monde va faire le même choix qu'Avery. Hein. Peut-être que ce vieux coquinou avait juste envie de leur trouver une chérie, parce que ses beaux-fils ne sont pas capables de se faire aimer par eux-mêmes. Peut-être que c'est juste ça. Bref, à part ce mystère, tout le reste m'est passé complètement au-dessus de la tête. Trop de problèmes d'ado riche. Vraiment, tout le long, j'ai quand même essayé d'être dedans et me dire « Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le mystère? Pourquoi ils ont choisi Avery ?» Bien évidemment, à la fin, on n'y répond pas, hein, parce qu'il y a 4 tomes. C'est le seul truc qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi. Tout le reste, j'en avais rien à faire. Il y a des amourettes adolescentes, j'en avais rien à faire. Il y a des bails de gens riches, j'en avais rien à faire. J'ai mis également dans mes flops un autre livre qui va me faire détester de toi, mon ami. En réalité, j'ai dit que je pense que je mettrais Alunia à la 10e place, mais en fait, je pense que je mettrais celui-là à la 10e place et Alunia à la 9e, tu vois. J'ai pas passé un mauvais moment. Et je parle de Love on the Brain d'Ali Hazelwood. Je t'invite à aller voir mon vlog sur cette romance parce que j'aime beaucoup mon vlog. Sinon, une romance quand même sympathique, car la madame est quand même attachante, mais elle a un ennemi juré alors qu'elle a 30 ans et que c'est une grande scientifique. Qui a un ennemi juré à 30 ans? Je ne sais pas. Dis-moi si tu as un ennemi juré en commentaire, mais pour moi déjà ça décrédibilise tout le bail. Mais c'est une romance quand même, ma foi, très mimi, mais c'est vraiment pas pour moi. C'est mimi, c'est quand même divertissant. Il y a un petit peu trop de scènes de fesses à mon goût, sans intérêt surtout, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a rien de toxique au moins. Si ce n'est le fait qu'elle est persuadée dans sa tête qu'elle a un ennemi juré alors que... Pourquoi? Encore un livre qui va faire que tu vas me haïr. Et j'ai mis 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Une histoire d'amour entre deux ados qui fait pleurer. Ouin ouin. Enfin bien évidemment moi j'ai pas pleuré, mais toi si t'as un cœur moins de pierre que moi, forcément il y a des chances que t'aies pleuré. Là encore c'était pas mauvais, mais pas pour moi. En fait, j'ai trouvé ça très facile. C'est-à-dire que, bien évidemment, le sujet même du truc que je peux pas te dire parce que sinon ça spoil, forcément tu vas tirer la petite larmichette. En fait, j'ai trouvé que t'es un peu paresseux, tu vois. C'était juste, on a pris ce sujet, ça va faire pleurer. Est-ce qu'il faut que je travaille ma plume plus que ça? Pas spécialement. Il faut que je travaille mes personnages plus que ça? Pas spécialement. Enfin bref, tu vois l'idée. C'est pas mauvais quand même, malgré tout, hein, je le dis encore, c'est pas très long. Donc si toi t'aimes les romances, ado, bah oui, bien sûr, ça peut te plaire. Si tu aimes pleurer aussi. J'ai mis également le tome compagnon du Peuple de l'air, à savoir les Sœurs perdues. C'est un spin-off sur la sœur de June, hein, du Prince Cruel, qui s'appelle Taryn. On revoit du coup toute l'action du Prince Cruel de son point de vue, du point de vue de Taryn. C'est sans intérêt, déjà le personnage de Taryn est beaucoup moins intéressant que le personnage de Jude. Enfin, à la limite, si on suit une autre histoire qui concerne Taryn, pourquoi pas. Mais là, non, c'est beaucoup plus intéressant du point de vue de Jude, et vraiment ce tome compagnon n'a absolument pas le moins d'intérêt à mes yeux. Et enfin, pour finir, le dernier livre que j'ai mis dans mes flops de l'année 2024, c'est le deuxième tome de la BD Le Trône de Fer, de Daniel Abraham et Tony Patterson, hein, adapté du célèbre roman de George R.R. Martin. La BD est pas forcément belle, hein, les personnages se ressemblent, vraiment tous, là pour le coup. En fait, je trouve que ça n'a pas grand intérêt sous cette forme-là, et je suis très déçue parce que moi j'aime bien découvrir mes œuvres sous plusieurs formes différentes. Du coup, je me suis dit en BD, ça va être fantastique. Si t'es vraiment fan hardcore de Game of Thrones, tu vois, oui, si tu veux une collection de tout ce qui se fait sur Game of Thrones, oui, il y a aucun problème. Mais vraiment, au-delà de ça, ouais, pour moi, il n'y a pas grand intérêt. Et c'est tout pour mes flops de 2024. Ça m'intéresse de savoir quels sont tes flops à toi, personnels. Dis-le moi en commentaire. Après ce moment de tristesse, ouin ouin, on passe maintenant au top du top, au haut du panier, aux pépitas de l'année 2024. Un livre qui m'ont donné beaucoup de plaisir. Il y en a 15, j'ai tenté d'en sélectionner 10, j'ai pas réussi, donc il y en a 15. Comme pour les flops, il y a absolument aucun classement, c'est par ordre alphabétique. Je précise aussi que je n'inclus pas les relectures, sinon il y aurait quelques relectures dans mon top, mais non. Donc pour donner un exemple comme ça au hasard, Nana par exemple, ce sera pas dans mon top.
alors que ça a marqué mon année 2024 malgré tout. Et je vais commencer avec des mentions honorables qui ne sont pas dans mon top, mais dont je voulais quand même parler. Je fais ce que je veux. Ma première mention spéciale est pour Culotté de Pénélope Bagieux. J'avais envie de mettre en lumière cette BD et en même temps j'arrive pas à la mettre au milieu des 15 autres. Peut-être parce que c'est des histoires vraies et que j'ai du mal à mettre au même niveau, enfin tu vois, à mettre dans le même corpus de texte la fiction et le réel, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est sous un format court puisque chaque histoire fait quelques pages. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais Culotté, c'est vachement bien. C'est même nécessaire puisque ça met en lumière d'une très belle façon l'histoire de nombreuses femmes invisibilisées par l'histoire. Parce que c'est des femmes, on s'en fout. Non, on s'en fout pas et c'est important! Pardon d'avoir crié, je voulais pas. Alors je te le conseille à toi, mais aussi à tes parents, tes enfants, tes potes, ton facteur. Que sais-je? Ma deuxième mention spéciale va au tome 3 et au tome 4 de Blackwater de Michael McDowell. Parce que j'ai adoré, mais comme un excellent fast-food. Alors attention, en disant ça, je n'insinue absolument pas que la plume de Michael McDowell est pauvre. Bien au contraire en réalité. Mais je dis plutôt ça dans le sens où ça se dévore. Ça se lit très très vite, il y a une ambiance particulière, c'est prenant. C'est à la fois du fantastique, de l'horreur, une fresque familiale et bien d'autres choses. Les personnages sont captivants, mais je ne pouvais pas le mettre dans mon top 15. Parce que aussitôt consommé, aussitôt oublié. C'est pas des livres marquants pour moi. Mais ça reste formidable, Blackwater. En gros, les membres d'une famille découvrent une femme chelou qui attend à rien faire en plein milieu d'un hôtel sous les eaux lors d'une grosse inondation dans leur ville. Ils la ramènent chez eux et depuis, plein d'événements étranges se passent tout autour d'eux. Voilà, j'ai fini avec les mentions spéciales. Viens, maintenant on parle de mes 15 meilleures lectures de l'année 2024. Alors, la plupart des livres que j'ai mis dans mon top sont dans ma vidéo dès l'horreur que je t'invite du coup à aller voir. Pour pas faire trop doublon du coup, je vais te faire un résumé uniquement des livres qui ne sont pas dans les rares, il y en a quelques-uns quand même, et même pour mon avis, je vais essayer de te le donner d'une façon un peu différente pour pas me répéter. Je vais essayer, peut-être je vais pas y arriver, mais on va tenter. Donc dans mon top de l'année 2024, on retrouve le deuxième tome d'Absolu, Les Effacés, écrit par Margot Dossen et aux éditions Big Bang. Chaque année, 100 jeunes sont envoyés dans ce qu'on appelle la zone pour aller affronter ce qu'on appelle la chose. Moi, ce que j'appelle la chose, personnellement, c'est pas tout à fait ça. C'est moins monstrueux, si tu vois ce que je veux dire. Et on suit certains de ces jeunes, notamment Édouard, que j'aime d'amour, Prime et Johanna. J'avais adoré le tome 1 et j'ai adoré également le tome 2. On est sur un bail de survie, de politique, de guerre. C'est du post-apo militarisé si on veut. Des gens souffrent. Et j'aime quand des gens souffrent parce que je suis maso. Le seul bémol pour moi est peut-être au niveau de l'émotion dans l'écriture. Dans l'écriture, pas dans l'intrigue. Dans l'intrigue, il y a de l'émotion. Mais je chipote parce qu'en vrai, c'est génial. On retrouve également dans mon top L'Attaque des Titans d'Hajime Isayama et aux éditions Pika Éditions. L'humanité est protégée par des murs car des titans rôdent dehors jusqu'au jour où un des murs tombe, ce qui pousse Eren à aller s'engager dans l'espèce d'armée pour aller combattre les titans. Une masterclass ce manga et je trouve que ça va crescendo. Le début est déjà génial mais plus tu vas vers la fin, plus c'est génial encore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors bien sûr, il y a quelques tomes moins intéressants que d'autres, mais c'est rare. À la fin de ma lecture, j'étais un petit peu perplexe vis-à-vis de la fin, mais plus j'y pense, plus j'aime. C'est génial, même si au début c'est moche. Ouais, si tu veux, le dessin c'est vraiment le gros bémol de ce manga, mais ça s'améliore au fur et à mesure, et à la fin ça devient pas si mal. On retrouve bien évidemment dans mes tops Babel, écrit par R.F. Kuang et aux éditions de Saxus. Un professeur récupère un enfant à Canton dans le but de l'emmener chez lui à Londres pour pouvoir étudier la traduction et pouvoir l'envoyer à Babel, une université extrêmement importante dans laquelle on forme justement à la traduction. Et les traducteurs sont des gens extrêmement influents et importants dans ce monde-là. Pépite, pépite, pépite. Ce livre ne laisse absolument pas indemne et malgré tout je te le conseille même si tu vas ressortir avec le cerveau en bouillie. R.F. Kuang dénonce. Elle nous parle avec intelligence de racisme, du pouvoir des mots et de la traduction, de colonialisme, d'appartenance à un groupe. L'univers se tient, c'est quasi notre monde à nous si tu veux. Notre Oxford, sauf qu'il y a une chose qui a changé par rapport à nous, tu vois, par rapport au système de magie, qui est plus une science d'ailleurs à leurs yeux. C'est comme si en fait, au lieu d'avoir inventé l'électricité à un moment donné, tu vois, parce que l'électricité ça a marqué quand même un grand changement dans l'histoire de l'humanité, comme s'il y avait autre chose, une autre science qui avait été inventée à la place de ça. Qu'est-ce que le monde serait avec cette science-là, qui est le système de magie en l'occurrence. C'est important et c'est génial et ça fait mal. Et on aime ça. On retrouve également dans mon top le premier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier et aux éditions des Forges de Vulcain. Amalia, qui est une jeune fille très cartésienne, se retrouve à faire mumuse avec une magie endormie.
J'adore la plume, la fin, les intrigues, les personnages, les mystères autour de la magie. C'est trop bien. C'est pas pour tout le monde, j'espère que c'est pour toi. Sans aucune surprise, on retrouve également dans mon top la saga du clan Bennett, la saga dans son entièreté, pas uniquement le chant du loup, voilà, même si le chant du loup est mon préféré de la saga. Toute la saga mérite d'être dans ce top. J'en ai parlé moult fois. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Je suis amoureuse de tous les personnages et de la plume de Tilly Clown qui maîtrise à la perfection les répétitions. Et mon dieu, que j'aime les émotions que cette saga m'a fait ressentir. C'est une saga qui peut changer des vies. Est-ce que tu crois que j'exagère quand je te dis qu'une saga qui parle de loup-garou, parce que ça parle de loup-garou, peut changer des vies? Peut-être un peu, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Pareil, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui vont détester. C'est une pépite intergalactique. Et je pense que cette saga fera partie de mes meilleures lectures à vie, tu vois. Sûrement comme Babel. C'est les deux dans ce top qui vont me marquer à vie. De manière beaucoup plus surprenante cette fois-ci, on retrouve dans mon top Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenchan et aux éditions Scrinéo. Faolan a vu toute sa famille se faire dévorer sous ses yeux à cause d'une tradition complètement débile qui dit que si tu gagnes un tournoi qui a lieu tous les 2 ans, tu es en droit de devenir le chef de tout le monde et que tu as également le droit d'aller bouffer les gens d'un des clans adverses. Ils ont le droit, c'est comme ça, c'est autorisé, tu vois, ça fait partie du prix pour le gagnant. Faolan s'en sort car il a tapé dans l'œil du fils du clan, hein, avec ses beaux yeux là. Et du coup, le fils du clan décide d'en faire son esclave, sa petite chose, sa petite chienne. 10 ans plus tard, Faolan est bien décidé à lui-même participer au tournoi pour pouvoir éventuellement se venger des gens qui ont bouffé toute sa famille sous ses yeux et qui ont fait de lui un esclave. Jamais j'aurais pensé mettre ce livre dans mon top de l'année 2024 au moment de ma lecture. Mais il se trouve que c'est un livre qui m'a marqué dans le sens où vraiment il m'est resté. C'est une sorte d'Hunger Games mais en plus adulte et ça on aime. L'évolution du personnage principal qui passe de petites choses avec laquelle on joue à complètement autre chose est hyper intéressante. Globalement la psychologie des personnages, enfin surtout la psychologie de Faolan quand même hein, malgré tout, puisque on est dans sa tête à lui, est passionnante. Et on est pris dans l'histoire et dans l'ambiance glauque. On retrouve également dans mes tops le premier tome d'Angélion, écrit par Justine Tiffany et aux éditions Plume Blanche. Là encore, je suis très surprise qu'il soit dans mes tops. Pour être honnête, je pense qu'il y a moyen que si j'avais fait un classement, il soit 15e. Lilium vit dans un monde de merde, dans lequel, si jamais tu as le malheur de sortir la nuit, tu te fais attaquer par des espèces de zombies. Et non, ce n'est pas une métaphore pour parler de notre monde à nous quand tu es une fille qui sort le samedi soir. Mais heureusement pour Lilium, la seule chose qui fait fuir ces créatures immondes, c'est la lumière de l'Angélion et elle découvre qu'elle est capable de l'utiliser. C'est très introductif mais très prometteur. On sent, on renifle, tu vois, que ça va aller sur quelque chose d'incroyable par la suite. Et en tant que tel, hein, dans ce livre-là plus particulièrement, il y a une tension à chaque instant. C'est très bien fait et l'univers est sympa. Enfin pas sympa, on a envie d'y vivre, hein, parce que clairement pas, mais on aime. On retrouve également le tome 2 de La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont. La mort n'est plus un problème et les faucheurs ont la responsabilité de réguler qui meurt pas. Et nous on suit 2 apprentis faucheurs. Enfin ça c'était surtout le résumé du tome 1. J'avais adoré le tome 1, j'ai encore plus aimé le tome 2. Il va là où on l'attend absolument pas, c'est génial. Très surprenant, surtout la fin. C'est plus profond, on suit plus de personnages et les réflexions vont encore plus loin. J'adore. On retrouve également dans mon top Fourth Wing de Rebecca Yarros et aux éditions Hugo Roman. Violette a étudié toute sa vie pour être Cree, mais sa maman a décidé qu'en fait elle allait pas du tout faire ça, mais qu'elle allait devoir plutôt monter des dragons. Et ce n'est pas une métaphore sexuelle, petit coquinou. On l'envoie vraiment dans une académie dans laquelle elle risquera sa vie à chaque instant pour pouvoir devenir conductrice de dragon. C'est quand même une conductrice de taxi, mais en plus classe et en plus dangereux. Alors j'aime les dragons, il y a des dragons, et c'est bien. C'est prenant, on s'ennuie pas, à aucun moment on s'ennuie. L'univers est crédible. La romance, bon, ça va, tu vois, tu sais que moi, les romances et moi, bon, voilà. Là, ni plus ni moins, ça passe. J'ai toujours pas lu la suite, alors que je l'ai, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, j'ai hâte, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite. Voilà, je veux pas te parler de Fourth Wing plus longtemps, t'en as déjà entendu parler, moult. Je sais que c'est dans le top de beaucoup de personnes. C'est pas si surprenant que ça. Fourth Wing dans mon top 15. On retrouve également dans mon top le premier tome de la Guilde des Ombres, Le Don de Mort, écrit par Anatrice et aux éditions Plume Blanche. Paloma est une enfant recrutée par une guilde d'assassins. Très belle découverte, c'est prenant, on est captivé du début à la fin. La plume est aussi belle que fluide. On suit des anti-héros et on aime ça. L'univers est sympa et les personnages
vraiment top. On retrouve également dans mon top La mécanique du cœur, écrit par Mathias Malzieu et aux éditions J'ai lu. Jacques est né avec le cœur gelé. Heureusement, Madeleine, qui adore réparer des trucs et des gens, remplace le cœur de Jacques par une horloge. Seul hic, il a interdiction de tomber amoureux parce que son cœur ne le supporterait pas. Boum, explosion! Donc forcément, il va tomber amoureux. Il va tomber amoureux de la madame là. Et moi-même, je suis tombée amoureuse de la plume de Mathias Malzieu, dont chaque phrase, chaque mot est de l'orfèvrerie. C'est un conte moderne, plein de douceur, de cruauté, de poésie, d'humour, de tristesse et de mélancolie. Les personnages ont beau être des personnages de contes, donc moins approfondis que des personnages de romans d'autres genres, si tu veux. Comme j'aime Jacques, c'est une pépite absolue. Et en plus, si t'aimes la musique, il y a un album, parce que Mathias Malzieu, il est dans le groupe Dionysos, et si t'aimes le cinéma, il y a un film aussi d'animation. On retrouve également dans mon top D'or et d'oreiller, écrit par Flore Pesco, et dans la collection M+, de l'école des loisirs. Mrs. Watkins décide d'envoyer ses 3 filles accompagnées de leurs servantes dormir dans le château du beau Lord Anderson, puisque le bougre a plein de sous-sous et que c'est la condition qu'il a exposée pour pouvoir se marier avec une jeune juvencelle. C'est une réécriture de La princesse au petit pois, tu sais, le truc avec plein de matelas et un petit pois, tu vois. Et c'est génial! La plume, top! L'intrigue, top! Les thèmes abordés, top! On parle notamment de la chose, mais de manière subtile, pas du tout choquante, même plutôt poétique. Parce que, c'est quand même un livre pour les petits enfants. C'est du jeunesse, donc on va pas non plus te mettre du gros smut, enfin, c'est évident. Il y a un certain nombre d'autres thèmes abordés qui sont passionnants, mais gros risque de gros spoil, du coup je vais pas t'en dire plus. Mais en tout cas, j'adore. J'ai également mis dans mon top La passe miroir, en réalité le tome 1 et le tome 2, les deux, j'ai adoré. Écrit par Christelle Dabos et aux éditions Gallimard Jeunesse. Ophélie lit dans le passé des objets et peut se téléporter d'un miroir à un autre. Elle a une vie plutôt pépouse, mais elle doit se marier avec Thorne. Ça l'enchante pas des masses, mariage arrangé, tout ça, mais elle a pas vraiment le choix. Elle part donc rejoindre son chéri qu'elle n'aime pas dans la capitale, dans laquelle elle vit, et elle se retrouve au milieu de complots et de tentatives d'assassinat en tout genre. Une plume sublime, un univers vaste et original, des personnages incarnés et réalistes, que demander de plus? On dit oui. On retrouve également dans mon top 15 Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid et aux éditions Hauteville. Evelyn Hugo, une légende du cinéma, se décide enfin à raconter sa vie au grand public. Ce livre a réussi l'exploit de me faire aimer d'amour une connasse égoïste et manipulatrice. Je me suis tellement attachée à elle parce qu'elle est tellement humaine et qu'elle a fait ce qu'elle a pu en fait. J'ai adoré. Et enfin, on retrouve dans mon top des meilleures lectures de 2024 le premier tome de La ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et aux éditions Hachette Roman. L'Astyanax, en plus d'avoir un nom de médicament, j'ai fait cette blague 1000 fois mais je la refais encore, ça me fait plaisir, vient de finir sa formation de mage. Sauf que la découverte inopinée du cadavre de son maître gâche un peu la fête. Et surtout, comme son maître était ministre, on envisage l'Astyanax comme son successeur. On suit également Arca qui a 13 ans et sous les conseils d'un serpent se rend à Hyperporée pour retrouver son papa. Il y a de la politique, une critique sociale, les personnages sont sympas, c'est drôle et la fin est surprenante. Mais je me rends compte que ce top est majoritairement français, cocorico! Nos régions ont du talent! Non, vraiment, 9 livres sur 15 sont écrits par des autoristes français. C'est génial, je suis fière. J'aime ça. On repasse maintenant sur des choses tristes à ceux qui nous ont quittés trop tôt cette année, RIP, les sagas que je compte abandonner. Parce que j'ai pas que ça à faire de mon temps qui est particulièrement précieux. Alors, j'ai fait 2 catégories. D'un côté, les livres que peut-être, si quelqu'un arrive à me convaincre, si je l'ai en livre audio, si je suis d'humeur particulièrement maso, je ne sais quoi, maybe que j'irai quand même me mettre le nez dans le caca. Maybe. Et la catégorie que même si tu me payes, je ne lirai pas la suite. No way. Je vais être très rapide, pas de résumé ou autre, parce que cette vidéo sinon va durer 40 000 ans. Du coup, on commence par les sagas dont je suis sûre que je n'aurai rien d'autre, comme ça, on est débarrassé. Agatha Raisin, j'ai pas aimé, j'ai pas envie d'y retourner. L'As de cœur, j'ai perdu mon temps et je tiens à mon temps. Broken Bounce, je comprends le plaisir coupable de beaucoup d'entre vous, mais pour moi c'était sans intérêt et problématique. Alors qu'à la base, le bail de harem inversé avait le potentiel de m'intéresser, mais là non. L'éveil des sorcières, c'est génial pour les enfants, mais moi je suis trop vieille.
Mais je conseille pour les enfants, hein. Les petits enfants, l'éveil des sorcières, c'est vachement bien. La BD de Game of Thrones. Le dessin est moche, il y a trop de texte, je vois pas des masses d'intérêt de lire la BD plutôt que le roman, vraiment aucun. Allez, maintenant on passe aux sagas que je pense abandonner, mais peut-être pas. Mais sûrement que si. Si tu arrives à me convaincre, peut-être pas, je ne sais pas. Allunia, je l'ai déjà dit, c'était pas mauvais, mais sans plus-value à mes yeux. J'aurais été sûre d'abandonner si je ne possédais pas déjà le tome 2, mais je l'ai. Du coup, je sais pas. Mais par contre, du coup, je veux absolument lire le spin-off sur Elvira que j'ai acheté également. Parce que c'est surtout ça qu'on m'a conseillé plus que Allunia, tu vois. Mais comme c'est dans le même univers, a priori, il fallait quand même avoir lu Allunia et le tome 2 pour pouvoir comprendre Elvira. Pour l'instant, je sais pas trop pourquoi, parce que dans le tome 1, il y a un personnage qu'on sait qui va être lié à Elvira. Je crois que son nom est dit une fois, à un moment donné. Mais sinon, c'est tout. L'antidote mortel, pareil, si je n'avais pas acheté le tome 2 en même temps que le tome 1, c'est sûr que j'aurais abandonné, mais comme je l'ai, peut-être qu'à un moment, je m'y mettrai quand même. L'Empire des femmes, idem, j'ai acheté le tome 2 en même temps que le tome 1. Pourquoi? Je ne sais pas, il faut que j'arrête de faire ça. L'engrange-temps, j'ai pas trouvé crédible la raison du voyage dans le temps, j'ai trouvé ça un petit peu trop jeunesse pour moi, mais si t'as des arguments... Let me know. Inheritance Games. J'ai envie de savoir pourquoi cette meuf sans intérêt a hérité de toute cette fortune, mais ce qui se passe concrètement dans le tome 1, Osef. Du coup, maybe, je vais me lire un résumé spoilant. Je ne sais pas. Peut-être que c'est mieux pour moi. Sauf si t'arrives à me convaincre que les tomes suivants ont plus d'intérêt. La saga du Pont des Tempêtes. C'est pas mauvais du tout. Absolument pas. Mais c'est pas incroyable pour moi. Je voulais absolument conclure l'histoire de Lara et Arène. C'est chose faite dans la duologie. Après, les 4 autres livres, je sais pas si ça m'intéresse, tu vois, d'autant plus que le livre suivant, apparemment, c'est déjà l'histoire qu'on suit dans le tome 2, mais juste avec un couple différent. J'ai pas trop d'intérêt, en vrai. Mais pareil, si t'arrives à me convaincre, essaye. Porcelame, le concept est génial, c'est assez original, mais lecture extrêmement laborieuse. Je me suis ennuyée, je me suis vraiment fait yesh. Mais j'ai le tome 2, du coup, je ne sais pas, essaye de me convaincre. La saga The Element. Du coup, moi, j'ai lu Silent Waters, que j'ai bien aimé. Je sais pas, je vois pas spécialement d'intérêt pour moi, hein, avec mon type de lecture, d'aller lire un autre livre. C'est pas une vraie saga, tu vois, chaque tome est indépendant, c'est juste dans le même mood, on va dire. À part si t'arrives à me convaincre qu'il y a un tome qui est mieux encore que Silent Waters, peut-être que je me dirais, ah peut-être, pourquoi pas. Mais sinon, tu vois, ça me donne pas spécialement envie. Pourtant, j'ai vraiment aimé Silent Waters, hein, je rappelle. Les tribulations d'Esther Parmentier. J'aime bien le caractère d'Esther, elle m'a fait beaucoup rire, mais l'enquête, Osef et l'univers m'a pas hypé de ouf. Mais ça se passe en France et j'aime bien l'urban fantasy qui se passe en France. Est-ce que c'est un argument suffisant pour continuer? Je ne sais pas sûr. Essaye de me convaincre. Vania et le loup, j'avais beaucoup aimé. Mais je ressens absolument à aucun moment le besoin de lire la suite. Pour moi, c'est vraiment une histoire finie et j'ai pas aucun truc avec ce premier tome où je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait une suite et j'ai envie de la lire, tu vois. La suite n'est pas traduite encore en français, donc de toute façon, pour l'instant, je ne pourrais pas les lire même si je voulais. Quand elle sera traduite, peut-être que j'attendrai de voir les retours, et peut-être que les retours vont me motiver à continuer, mais là, en tant que tel, j'ai pas spécialement envie. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai beaucoup aimé aussi, mais je suis pas spécialement thriller, et du coup, j'ai plus envie d'aller découvrir d'autres choses dans d'autres univers que de rester avec le protagoniste qu'on a dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Pareil, tu peux essayer de me convaincre. Et enfin, les Whisperies que j'ai adoré, et tu me diras, mais diantre, pourquoi tu ne veux pas lire la suite d'un livre que tu as adoré? Je sais pas, j'ai trouvé que le livre se suffisait parfaitement à lui-même, tu vois, que la conclusion était parfaite. Le livre était génial pour le coup, mais je n'ai pas ressenti le besoin, fermement de ce livre, d'avoir une suite. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il allait avoir une suite. Le livre en tant que tel m'a pas spécialement donné envie d'aller voir la suite. Je le trouve très bien comme il est. Pareil que pour Vania et le loup, je pense. J'attendrai les retours sur la suite. Si on me dit que la suite est aussi bien que le 1 ou mieux, bah là j'irai découvrir. Sinon, pas sûr. Et pour finir, parlons du futur, de l'avenir de la chaîne, de mes projets. Il faut savoir qu'en 2025, je vais avoir beaucoup moins de temps pour me consacrer à la chaîne. Ouin ouin, tu vas me manquer. Mais c'est pour de très belles raisons qui pour le coup me mettent en joie. La première, attends, je te montre. Regarde. Et oui, je vais donner naissance à une petite chose qui, à ce qui paraît, demande beaucoup de temps et d'attention, à ce qui paraît. Du coup, on est contente, on est même très heureuse, mais on est consciente que le temps pour faire des vidéos et le temps consacré à la lecture, tout simplement, vont être drastiquement réduits. Et s'il n'y avait que ça, sauf que non, non, non. Il n'y a pas que ça. J'en parle pas beaucoup, sauf qu'il se trouve que moi aussi, j'écris des romans. Sauf que petit problème, ces derniers mois avec ma grossesse, j'ai été plus fatiguée que d'habitude. Et j'ai absolument pas réussi à trouver un équilibre entre écriture, réseaux sociaux, vie personnelle, vie professionnelle, tout ça, tout ça. Et ce qui a le plus été sacrifié dans tout ça, c'est mes temps d'écriture. Et c'est pas possible en fait. J'ai 2 romans en cours que je suis supposée avoir fini, enfin en tout cas avoir fini le second jet,
avant la naissance de bébé. Et au rythme auquel je vais actuellement, je vais pas avoir fini avant dans 10 ans. Et c'est pas possible. Donc j'ai décidé de remettre l'écriture en priorité dans ma vie. Enfin en priorité après bébé, bien évidemment, et ma vie de famille, mais en priorité dans le côté professionnel, si tu veux, de ma vie. Du coup, j'ai décidé de ne proposer plus qu'une seule et unique vidéo par mois sur la chaîne YouTube. En tout cas, le temps que je retrouve un équilibre. Il y aura du coup un update lecture toutes les saisons au lieu d'un update par mois. Et le reste de mes vidéos, ce sera essentiellement des conclusions de saga. C'est les vidéos que je préfère faire avec les je te résume, et les je te résume ne marchent pas très bien. Mais il est possible, c'est pas encore sûr, que tu me retrouves un petit peu plus dans des shorts sur YouTube pour compenser, tu vois, sur des vidéos courtes. C'est possible. Je n'ai pas encore décidé. Et dans ces shorts, parfois je parlerai de lecture, mais parfois peut-être je parlerai d'écriture, peut-être que parfois je parlerai de ma grossesse ou de ma future vie de maman, je ne sais pas encore. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji trophée. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me donner tes tops et tes flops, hein, ça m'intéresse. Je te souhaite encore une fois une merveilleuse année 2025. Et sur ce, des bisous.